Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Bukansé Jassera de l'ASPA. Aujourd'hui, le pôle culture et médias est en compagnie de l'influenceur Zia Star avec les babies du pôle culture et médias. Bonjour, vous me connaissez. Voici Zia, je suis créateur de contenu digital et étudiant. Moi, c'est Mana. Alors, je suis en première année dans le programme Europe-Afrique, donc je suis donc un babies de l'ASPA. Moi, c'est Moïse, je suis de nationalité ivoirienne. Je suis en première année sur le campus de Reims de Sciences Po et je suis aussi à l'ASPA dans le pôle culture et médias. Donc l'ASPA, c'est l'association de Sciences Po pour l'Afrique et c'est une association qui a pour but de promouvoir l'Afrique, c'est-à-dire de promouvoir déjà les beautés du continent africain, mais aussi de parler, d'évoquer les sujets, les problèmes, que ce soit en termes politiques ou sociaux, sur le continent africain. Alors Zia, est-ce que tu peux nous en dire plus sur qui tu es en général? C'est beaucoup dire. Je crée du contenu et je partage mes expériences pour inspirer les gens à faire mieux, à faire plus grand, parce que je trouve qu'on est dans un système où on empêche les gens de rêver et je voulais montrer que peu importe de là où tu commences, tu peux arriver là où tu veux aller. Et c'est vraiment ça l'histoire de ma vie, c'est toutes les pensées limitantes que les autres ont projetées sur moi, j'ai réussi à les briser et j'apprends chaque jour à aller vers mieux. Tout simplement. Et j'accompagne des personnes qui me suivent dans cette ascension et ça me fait beaucoup plaisir. Et d'ailleurs, par rêve, qu'est-ce que tu entends du coup? Quels sont les rêves que tu as réalisés? Le rêve, maintenant, c'est plus un mot que j'essaye d'employer parce que je me dis, dans le rêve, il y a ce côté inatteignable. Je pense que on doit juste avoir des objectifs et ces objectifs, ils doivent être planifiés avec des actions précises qui nous permettent d'aller vers ce à quoi on aspire. Et je pense que ça passe par un tout, de la manière dont tu es socialisé, faire de grandes études, faire des choses qui te font plaisir en fait. Donc tes études, c'est une sorte de réussite pour toi? Pour moi, oui. Moi, de là d'où je viens, c'était pas quelque chose de très commun de voir des personnes faire de longues études. Mes parents, ils ont pas fait de longues études, mes tantes non plus. Est-ce qu'on t'a encouragé, du coup, à aller plus loin que ce qu'on nous assimile Mes parents. Je pense que vraiment ma mère, ça a toujours été la personne qui m'a le plus encouragé. Elle disait toujours, moi je n'ai pas fait de longues études, mais toi tu vas faire pour moi. Je me sacrifie aussi. Nos mamans là, elles ont toutes dit pareil. Vraiment, c'est en mode, je n'ai pas eu la chance, mais vous qui avez grandi en France, en tout cas, faites. Il n'y a pas de raison en fait. On est dans, même si on a des disparités en termes de capital culturel, capital économique, capital social à la base, même si on doit travailler 2 fois plus, voire 3 fois plus, c'est possible en fait. On est dans un pays quand même, la France, c'est pas si fragmenté que ça et en réalité, il y a des possibilités et des alternatives lorsqu'on est bien renseigné et lorsqu'on a réellement de la volonté, on peut arriver. Déjà, il faut savoir aussi. En parlant justement de rêves, de la définition que toi tu as, pour toi, les rêves sont la réalité parce que l'être humain, les étudiants, les personnes normales peuvent justement atteindre ce qu'on appelle le rêve. Et dans cette perspective, toi, qu'est-ce que tu souhaiterais justement pour l'avenir? Qu'est-ce que toi tu envisages? Pourquoi avoir choisi les sciences politiques? Comment tu te vois dans 5 ou 10 ans? Personnellement, pourquoi j'ai choisi les sciences politiques? Parce que je me suis toujours dit, mais c'est pas juste. Enfin, tu vois plein de réalités, t'es en mode, c'est pas juste. Et c'est qui contrôle? Qu'est-ce que tu entends de tout le temps? Le gouvernement, les parlements, les personnes qui prennent les décisions. Et j'étais là en mode, je vais aller là où on prend les décisions. Comment on fait pour arriver là-bas? C'est comment on fait pour arriver là-bas? C'est vraiment découlé de ça. C'est comment on fait pour arriver là-bas? Faire des études de sciences politiques, faut faire ci, faut faire ça et tout. J'ai dit, ok. Et on me dit, mais si tu veux vraiment faire des sciences politiques? Même si tu fais des études et tu arrives à un poste assez important, est-ce que tu ne penses pas qu'il y aura toujours une personne au-dessus de toi pour prendre les décisions à ta place? Moi, je pense que en réalité, c'est pas seulement par les études qu'on a un pouvoir décisionnaire. Moi, je pensais ça avant. Mais en réalité, il y a des personnes qui prennent des décisions pour leur vie. Tous les jours, tu es décisionnaire. Jassera, elle est décisionnaire. Mana, elle est décisionnaire de sa vie, en fait. En vrai de vrai. Parce que chaque jour, elle fait des choix. Et ces choix, elles influencent l'environnement dans lequel elle est. Et je pense que les gens, ils doivent se recentrer sur ça. Sur qu'est-ce qu'ils veulent apporter au monde. Et sans regarder aux prescriptions sociétales il faut faire ci pour avoir réussi. Moi, je suis pas partisan de dire à tout le monde, faites de grandes études. C'est pas tout le monde qui est fait pour faire de longues études. Le plus important, moi, je dis toujours, réussis dans le don que Dieu t'a donné. Et je suis très spirituel par rapport à ça. Je me dis, peu importe dans le secteur d'activité dans lequel tu es, réussis, excelle. Mais il faut que ce soit en accord avec toi-même. Et le jour où c'est plus en accord avec toi-même, parce que les personnes aussi ont un problème avec cela, tu peux vouloir quelque chose à l'âge de 16, 17 ans, 18 ans, tu t'en rends compte qu'arrivé à 25 ans, ça ne me plaît plus. Et j'avais cette personne dans ma fac et tout,
Quand j'ai dit, ouais, mais tu sais, moi, je change bientôt d'études, hein, j'ai pris tout ce que je voulais apprendre. Je veux passer à autre chose. La personne, elle m'a regardé. Elle a fait, mais Sia, t'as autant sacrifié. T'as fait tout ce parcours-là pour t'arrêter ici et tout. Et je lui ai fait comprendre que j'ai acquis ce que je voulais apprendre, en fait. Et le plus important, c'est que je vais vers ce qui me plaît. Et chaque jour, je me réveille, j'ai le sourire. Chaque jour, ce que je fais, je sens que je vibre positivement. Et en réalité, je trouve que la vie, elle est simple et les gens, ils la compliquent parce que tu peux tout créer. Mais est-ce que tu penses pas qu'il y a certaines personnes qui pensent que, justement, si elle veut changer des choses, si elle veut faire passer un message à travers le métier qu'elles vont faire, est-ce qu'elles sont pas obligées de passer par des grandes études pour avoir ce pouvoir de décision? Moi, je pense que lorsqu'on a un pouvoir économique important, quoi que l'on dise, on est respecté. Malheureusement, dans la société capitaliste dans laquelle on est, Kylie Jenner, par exemple, pour MyG, si tu me vois, ma chérie, tu peux m'envoyer un petit PayPal, ça me fera pas de balle. Elle a juste dit, oh, mais Snapchat, c'est ennuyant. Toutes les actions de Snapchat sont descendues, mais Kylie Jenner, elle a pas fait Lena, elle a pas fait Yel, quoi. Elle est juste influente. C'est juste une influente, mais pourquoi? Parce qu'elle est dans sa zone de génie, elle est là où elle a été destinée d'être, en fait, dans sa zone où elle est la plus talentueuse. Toi, tu crées du contenu multimédia, justement, donc tu pourrais peut-être arriver à ce niveau d'influence, ou du moins à ton niveau à toi, tu peux déjà avoir une certaine influence. En vrai, oui. Je le vois, et c'est pour ça que je fais très attention à ce que je dis. La plupart du temps, maintenant, c'est beaucoup plus contrôlé, parce que tu sais pas qui regarde et tu sais pas ça peut impacter qui. Tu fais attention. C'est là que tu comprends que en réalité, quelles que soient les portes et les canaux par lesquels tu passes, tu peux arriver n'importe où. Il y a des sportifs, ils sont invités à l'Élysée. Macron, il fait même les vidéos à les youtubeurs pour vous dire qu'en réalité, cette formalité où on forme les gens académiquement à vous allez être important lorsque vous avez atteint ce niveau-là, c'est pas forcément vrai. C'est plutôt lorsque tu excelles dans tel domaine, on te sera recherché lorsqu'on aura besoin de toi dans ce domaine. Et pour compléter justement ce que Moïse il a dit, quelque chose que je trouve très intéressant, c'est l'exemple de Lula qui a gagné les élections au Brésil. C'est quelqu'un qui n'a pas fait de grandes études, mais pourtant il a réformé le système économique. Et juste pour faire un parallèle avec ça, Paul Biya par exemple, Paul Biya, le président du Cameroun, c'est quelqu'un qui a fait Sciences Po, c'est quelqu'un qui a fait l'ENA. Pourtant regarde aujourd'hui les décisions politiques qu'il prend et regarde même sa position au niveau de la politique africaine, tu vois. Donc moi je pense que vraiment il y a des choses qui viennent du fond de cœur. Genre, il y a vraiment des personnes qui sont nées avec quelque chose. Et genre, l'école, parfois, c'est un plus pour ce que tu as, toi, à l'intérieur de toi. Mais vraiment, si tu as envie de faire passer un message, parfois, c'est pas une carrière politique longue, c'est pas des longues études qui te font justement sortir ce que tu as à l'intérieur, tu vois. Je pense qu'il y a beaucoup ce problème et cette confusion dans l'esprit de beaucoup de personnes qui assimilent la légitimité décisionnaire en fonction des études que la personne, elle a prises. Moi, par exemple, ma mère, elle est sénégalaise, donc, et elle a pas fait d'études au-dessus de la primaire, c'est-à-dire qu'elle n'a pas fait le collège, tu vois. Pour autant, comme je vous dis, c'est vraiment la personne la plus intelligente qui existe, et je pense qu'elle prendrait de meilleures décisions pour le Sénégal que Macky Sall. Après, bien sûr, apprendre avec des pincettes. Bien sûr, la formation, c'est important, c'est nécessaire. Mais dans le fond, l'intelligence, elle se base pas que sur une dissertation juridique au final, parce qu'une dissertation juridique, c'est faire semblant d'exceller dans un domaine. En parlant de nous, est-ce que tu penses pas qu'il y aurait un blocage de la voix qu'on veut faire porter, du message qu'on veut faire porter en tant qu'étudiant racisé? Est-ce que le fait qu'on soit de telle origine ou de telle couleur de peau constituerait un blocage dans le message ou dans l'ambition qu'on veut faire porter? Je pense personnellement que les limites, c'est vous-même qui les mettez. Des fois, tu te dis, ça, je peux pas y arriver, ça, je vais pas le faire, ça, Pourquoi? Enfin, les procédures d'admission sont les mêmes pour tout le monde. Je suis d'accord, mais la subjectivité de la personne qui va t'examiner quand même est importante. En fait, lorsque tu brilles, tu brilles. Lorsque tu réussis. Mais pour de vrai, hein, et je vais vraiment aller dessus. Bien évidemment que j'ai rencontré des personnes qui étaient sceptiques, qui m'est arrivé des fois, j'arrive en conseil de classe, je suis délégué, mais on se dit, oh, mais monsieur, le conseil de discipline, c'est pas aujourd'hui. Je suis là en mode, well, très bien, mais on s'assoit au final dans ce conseil de classe. Madame, c'est moi le premier de la classe, dans une classe de France, dans un collège du 92, mais c'est moi, la personne noire raciste. Mais en réalité, je suis vu et je suis reconnu et il y a des choses que on peut pas modifier en fait. Il y a des paramètres que le subjectif ne permet pas d'atteindre. Et quand on veut, on peut. C'est plus dur. Je peux pas nier que c'est plus dur, je peux pas nier qu'il y a pas de barrière, je peux pas nier qu'il y a pas de discrimination, je peux pas nier toutes ces réalités là, mais
c'est possible. On a des exemples tous les jours. C'est vrai. Tous les jours, il y a des personnes qui se battent un peu plus. Mais pour y justement, arriver. nous, si on est là, c'est pour ça que je t'ai demandé. Toi, tu as été encouragée. Moi aussi, ma mère m'a énormément encouragée et m'a toujours dit que c'était possible et que je pouvais le faire. Mais il y a des gens à qui on ne dit pas ça. Donc, si on te dit pas ça, comment tu veux y croire? Et surtout avec un système qui est quand même difficile, parce que toi-même, quand tu nous parlais de parcours scolaire, l'école, tu nous avais dit que justement, quand tu es noir ou arabe, on te vestit un peu dans les filières professionnelles. Tu vois, moi, ça a été mon cas en 3e, sauf qu'une de mes professeurs me dit non, Jassira, elle va pas en pro. Mais parce que tous les autres voulaient que j'aille en pro. Pourtant, j'avais la moyenne nécessaire pour aller en général. Tu vois, le système, il est un peu, j'ai pas envie de dire tranché, mais il est un peu dur. Après, je sais que ça va faire très polémique, mais la France sert des intérêts pour les Français. Pour un certain type de Français dans l'imaginaire collectif de qu'est-ce qu'un Français. Et donc, tu dois être ton propre moteur parce qu'il n'y a personne qui va t'encourager. Il faut que ta détermination soit plus profonde que les barrières qui te sont présentées. Sinon, tu n'y arriveras pas, malheureusement. Est-ce que tu trouves pas ça un peu trop utopique ? Parce qu'il y a la réalité quand même qui vient nous confronter. On connaît tous des personnes très motivées qui malheureusement n'ont pas pu parce faire. que ainsi va la vie, c'est comme ça. Si c'est ainsi va la vie, c'est que si tu es destiné à réussir là, dans ce domaine, c'est que c'était ta place et c'était ton moment. Si c'est pas pour toi, c'est que tu es attendu autre part. Pour de vrai, moi je pense vraiment ça. Je pense qu'il y a des personnes qui se sont pas retrouvées là où ils voulaient être au début, mais ils sont bien retombés. Mais je pense pas que ce soit utopique. Clairement, il y a des preuves de chaque jour des personnes qui sont dans des domaines où tu te dis, mais il y a des noirs dans l'astrophysique en France. Après, on les compte, mais effectivement. Oui, elles ont passé un plafond de verre. Il faut voir que l'immigration en France des personnes subsahariennes, elle est assez récente, je trouve. L'indépendance des pays aussi africains, elle est assez récente. Du coup, c'est peut-être sur plusieurs générations que cela va se faire. Peut-être nos enfants et nos petits-enfants, etc., qui rencontreront pas ces barrières parce que il y aura tellement de personnes et tellement de modèles de représentation que, au final, ça ira pour eux, en fait. Mais si personne fait ce travail de aller là où il n'y a pas, on s'en sortira jamais, en fait. Tout le monde dit, il n'y a personne là-bas, du coup, je vais pas là-bas. En plus, on peut pas nier une vraie amélioration de nos conditions. Moi, personnellement, je suis là aussi grâce au parcours CEP. Oui. Donc, c'est parce que mon lycée, il était CEP que du coup, j'ai pu passer les concours et que justement, j'ai été prise. Mais sans ce dispositif, peut-être que je ne serais pas là. Est-ce que tu ne penses pas qu'il ne faudrait pas faire un travail sur l'égalité des chances? Pour moi, les dispositifs du genre, faire des exposés pour que les personnes rentrent dans de grandes écoles, etc., c'est juste pour cacher en fait un problème de tout un système. Si on en vient à prendre ce genre de dispositif, c'est qu'il y a de réelles inégalités, tu vois. Et je pense que c'est juste une façade de camouflage d'un gros iceberg. Pour toi, il faut que ça vienne de nous, avant de venir du système. Je pense que tu peux faire ta part. Tu ne pourrais pas dire que non, le gouvernement n'a rien à faire, tout est bon, tout va bien, et qu'il n'y a pas de barrière d'entrée, etc. Mais au bout d'un moment, le gouvernement ne fait pas. On fait quoi en attendant? On va pas attendre. On va pas attendre. On va pas se regarder. Des fois, moi aussi, j'étais un enfant comme les autres. Je voulais jouer, je voulais faire autre chose, sortir avec mes amis et tout. Mais je me suis dit, pour le moment, avec les lacunes que tu as et le capital culturel que les gens demandent dans les plus grandes institutions de ce pays, que tu sais que tu ne peux pas avoir par rapport aux personnes qui t'entourent et à ton environnement, il va falloir travailler en fait. Je pense que ce sera la récréation. C'est le prix à payer en fait. Mais si personne veut faire ce travail-là, on va rester là. J'ai une question justement qui fait un peu partie de l'actualité avec Ocean Viking, il me semble, justement le bateau avec les migrants qui étaient en mer, justement que la France a fini par accueillir. La question c'est qui est responsable de la mort des immigrants en Méditerranée? Est-ce l'Occident? Est-ce les États occidentaux qui parfois refusent d'accueillir ces bateaux? Ou est-ce les États africains? Pour ma part, j'ai dit que c'est de la responsabilité de ces États africains, justement parce que de plus en plus, il y a des immigrants qui meurent en Méditerranée. Parfois même, on ne nous montre pas la totalité justement des personnes qui meurent parce qu'il y en a trop. Donc moi, je pense qu'à partir du moment où il y a des personnes qui risquent leur vie en Méditerranée, parce que ces personnes-là savent très bien que tu risques ta vie, mais même à ce point, tu es quand même prêt à risquer ta vie, c'est que les conditions dans lesquelles tu vis sont
tellement dur. Et au bout d'un moment, moi, je suis d'accord pour l'immigration. Je suis d'accord pour tout parce que moi-même, je suis issue de l'immigration. Mais on ne peut pas nier le fait qu'à partir d'un moment, les États européens ne pourront plus accueillir ces immigrants, en fait. Du coup, on fait comment? Parce que les présidents, justement, cette élite politique qui gère, justement, la politique dans plusieurs pays du continent africain, eux, ils font quoi? Moi, c'est ça ma question et j'aimerais savoir, du coup, ce que vous en pensez par rapport à ce sujet. Que moi je vais répondre, c'est que la responsabilité, elle est partagée par tellement d'individus. Et je pense qu'il y a la responsabilité de la société civile, je pense qu'il y a la responsabilité des États africains et je pense qu'il y a la responsabilité de l'Occident. Je pense qu'il y a aussi ce facteur-là des personnes qui vont en Afrique, qui ont vécu sur l'Occident et qui mentent en fait, qui racontent pas les réelles réalités. Toi, tu vois ton frère, ta soeur, tu as ramassé tout Primark, tu as ramassé tout ta petite, t'es là en mode ouais, Père Noël et tout, tu donnes des cadeaux à tout le monde, etc. Et tu dis oui, il y a la belle vie en Europe et tout, sans passer par les réalités qu'il y a derrière et comment tu fais pour gagner tout cet argent. Beaucoup de personnes arrivent en Europe et ils sont déçus. Ouais. Parce qu'on dit que les Africains et tout, c'est les premiers à partir, etc. Mais tout le monde migre. Tout le monde migre. Mais dans les conditions, mais c'est le facteur de désespération qui est différent. Moi, je suis aussi d'accord du fait que c'est la diaspora qui idéalise, on va dire, l'Occident. Parce que personnellement, ayant vécu en Côte d'Ivoire, quand par exemple une personne ivoirienne part en France, on l'appelle immédiatement le parigo, ou le français, ou on le dit gaou à Paris, tout ça. Donc c'est en Côte d'Ivoire eux-mêmes qu'ils idéalisent, mais c'est pas forcément la personne qui revient. C'est parce que, mais justement, quand cette personne revient là, il revient avec, comme Ziastel l'a dit, des cadeaux, il offre à tout le monde. Des artifices qui font croire que ton statut social, il a changé. Alors que la plupart de ces gens, la plupart de ces personnes qui reviennent en Afrique comme ça, elles s'habillent en marque de luxe, tout ça, pour montrer qu'elles ont réussi en France. Alors que non, c'est totalement le contraire. Elles peinent même à trouver un logement, à payer le loyer. Donc, ces personnes-là qui reviennent en Afrique et qui idéalisent le continent, en fait, ça va dans les deux sens. C'est un peu le continent lui-même qui idéalise et les personnes qui vont et qui reviennent qui idéalisent. Si on résume justement ce qu'on vient de dire ici, c'est que peut-être dans les médias, on est bien d'accord que justement les États occidentaux, justement par l'humanité, par le droit de l'homme, justement, on a en quelque sorte, parce que juridiquement, malheureusement, c'est difficile de le dire, mais juridiquement, il n'y a pas de loi justement qui donne une obligation aux États d'accueillir les immigrants. Ça, il faut le savoir, juridiquement, il n'y a aucune norme qui le dit. Maintenant, les traités internationaux, on peut en discuter, mais sinon, juridiquement, il n'y a pas l'obligation d'accueillir, tu vois. Donc, il faudrait peut-être se demander s'il n'est pas temps, justement, de éveiller les consciences et de commencer à se poser les bonnes questions, dans le sens où les États africains ont énormément de responsabilités là-dedans et que c'est à eux, justement, de se sentir pas coupable, mais si, vous allez m'excuser pour le terme, mais de se sentir coupable pour la mort de ces immigrants en mer, qui la plupart du temps sont des jeunes qui ont envie d'étudier, des jeunes qui ont envie de travailler, qui sont à la recherche d'une vie meilleure, tellement malheureusement la majorité des États sur le continent africain ne donnent pas d'opportunité à ces personnes-là. Merci de nous avoir écoutés. J'espère que ça vous aura plu, ce petit temps de conversation avec Zia Star. Donc, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bisous. Bye.